You will no longer hear beeps until someone else joins the conference. On va maintenant attaquer une partie plus technique de ce module sur la gestion du risque et la gestion des émotions, en parlant cette fois des stops et des limites. Alors on a vu dans les précédentes vidéos sur la gestion du risque et des émotions, on a fait un constat, à savoir que les émotions pouvaient potentiellement influencer très largement le trading et sa performance, et on a vu qu'il fallait donc avoir de l'expérience pour se protéger de ça. Et quand on n'a pas d'expérience, on se fixe certaines règles. Donc les stops et les limites font partie de ces règles qui vont nous aider à gérer le risque et également à gérer les émotions qui interviennent dans le trading. Donc on va maintenant voir les stops et les limites. Donc qu'est-ce que c'est qu'un stop? C'est la limite maximale de perte, c'est le point d'invalidation d'un scénario. On avait commencé à en parler dans la leçon sur les objectifs, comment on définissait ces objectifs. On a vu qu'il y avait deux objectifs, un objectif de gain et un objectif à partir duquel on considère qu'on a eu tort. Donc la limite, c'est l'objectif de gain. Donc la limite, c'est ce qui est atteint normalement quand tout se passe bien, et le stop, c'est ce qui est atteint si ça se passe mal. Il y a la possibilité d'automatiser ces ordres, c'est-à-dire que quand vous prenez une position, vous pouvez tout de suite fixer vos stops et vos limites, et la position sera automatiquement coupée par la plateforme de trading si le stop ou la limite est touché. Ça permet donc d'extraire totalement les émotions du trading. Vous pouvez par exemple décider de prendre vos prises de position, et puis de placer vos stops et vos limites, et puis ensuite de plus rien regarder, et puis d'attendre que le stop ou la limite soit touché. Vous pouvez très bien décider de faire ça. C'est un peu dommage parce que ça vous dans un premier temps, ça vous empêche d'acquérir de l'expérience, vu que vous suivez pas constamment les évolutions du marché, mais à terme, ça peut être une manière de trader tout à fait viable, une fois que vous avez de l'expérience. Il y a donc une importance cruciale des stops et des limites, dans la gestion du risque. Il y a une importance absolument cruciale. C'est ce qu'on va voir avec cet exercice, cette petite expérience qu'on a faite en interne, où on démontre l'importance des stops et des limites par l'exemple. Donc l'expérience, c'est quoi? L'expérience, c'est la comparaison entre trois types de trading. Donc trois traders qui font les mêmes opérations, sauf que ils ont tous la même entrée, mais ils ont des limites et des stops différents pour chacun. Et on va voir ce qui s'est passé concrètement, sans trop rentrer dans le détail. On va voir ce qui s'est passé et on va essayer d'en tirer des conclusions. Donc on a 10 trades sur une semaine. On a le trader 1 qui a un profil avec une limite serrée et un stop large, le trader 2 qui a un profil avec une limite moyenne et un stop serré, et on a le trader 3 qui a une limite large et un stop moyen. Donc le trader 1, il fait 10 trades, comme les trois. Il a une limite à 25 pips, c'est-à-dire qu'il a un objectif de gain de 25 pips. Et il a un stop à 120 pips, ce qui veut dire qu'il s'autorise une perte maximum de 120 pips. C'est-à-dire que dès que sa position est en perte de 120 pips ou plus, elle est coupée. Et dès que sa position est en gain de 25 pips, elle est coupée également. Donc ce trader-là, avec ce profil, il a un ratio de trade gagnant de 90%. Donc en gros, sur les 10 trades, il y en a 9 qui ont été gagnants et 1 qui a été perdant. Donc on notera que ici, on a une limite bien plus serrée que le stop, ce qui veut dire que c'est un profil très risqué. On vise des gains, on vise des petits gains et on s'autorise des grosses pertes. C'est donc un profil à la base qui est censé être un mauvais profil. Ensuite, on a le deuxième trader qui fait donc les 10 mêmes trades. Lui, il a la même limite à 25 pips, il a le même objectif de gain, sauf qu'il est beaucoup plus exigeant dans ses stops. Il met les stops à 10 pips, c'est-à-dire que quand il prend une position, dès qu'elle a gagné 25 pips, il la ferme et il encaisse ses gains. Et si elle perd 10 pips, il la ferme et il encaisse ses gains. Lui, il a un ratio de trade gagnant qui tombe à 50%.
Parce que le stop est souvent touché. Hein. Une fois sur deux, le stop est touché, et une fois sur deux, la limite est touchée. Donc il a 5 trades gagnants et 5 trades perdants. Hein. Et enfin, le troisième trader fait également 10 trades. Lui a une limite très très large, 150 pips, c'est-à-dire il espère gagner 150 pips à chaque fois qu'il passe une opération. Et il a un stop qui est très serré par rapport à sa limite, hein, qui est à 25 pips. Hein. Donc il a un objectif de gain qui est bien plus important que son objectif de perte maximale. Hein. Lui, il a par contre un ratio de trade gagnant de 20%, c'est-à-dire que sa limite, hein, qui est ambitieuse, elle n'est touchée que 2 fois sur les 10 trades. Donc, on voit le résultat, hein, si on fait un petit calcul. Le trader 1, il gagne 60 pips dans la semaine. Le trader 2, il gagne 75 pips dans la semaine. Et le trader 3, il gagne 100 pips dans la semaine. Alors, ça nous montre deux choses principalement. Ça nous montre que, uniquement la gestion des stops et des limites peut avoir une influence absolument considérable sur le trading. Hein. Et si on peut faire passer 10 opérations sur la semaine d'un gain de 60 pips à un gain de 100 pips uniquement en bougeant les stops et les limites, on peut très bien faire passer une série d'opérations perdantes à une série d'opérations gagnantes rien qu'en touchant les stops et les limites. Hein. Donc on a vu dans une précédente leçon qui concernait les signaux de trading, qu'on pouvait faire du scoring et que donc c'est des points qu'on accorde aux signaux de trading. Hein. On a vu qu'on pouvait attribuer des coefficients à ces points en fonction de la force du signal. Et on a vu que dans une méthode de trading, on pouvait se contenter par exemple de modifier uniquement ces coefficients pour pouvoir améliorer la méthode. Hein. Et c'est un petit peu pareil avec les stops et les limites. Hein. Parfois, il suffit simplement de modifier sa politique de stop et de limite pour passer d'un trading perdant à un trading gagnant. Hein. Donc cette expérience nous montre déjà ça, hein, nous montre que les stops et les limites sont des notions absolument cruciales quand on fait du trading sur le forex. Hein. Ça nous montre aussi que c'est pas du tout grave d'accuser des pertes. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le trader 1 qui gagne seulement 60 pips dans la semaine, il gagne 9 fois sur 10. Seulement la fois où il perd, la seule fois où il perd beaucoup par rapport à ce qu'il a gagné. Donc au final, son résultat est moyen. Le trader 2, il gagne plus que le trader 1. Pourtant, il a fait que 5 opérations sur 10 gagnantes. Hein. Donc le trader 1, il fait beaucoup plus d'opérations gagnantes que le trader 2. Et pourtant, c'est le trader 2 qui gagne le plus d'argent. Et enfin, le trader 3, sur les 10 opérations, il en a que 2 de gagnantes. Il est censé avoir le moral à 0 parce que il a sur 10 opérations, il en a que 2 de gagnantes. Mais je vous garantis que quand il voit qu'au final, c'est lui qui gagne le plus d'argent, il n'a pas le moral à 0. Hein. Donc, démonstration a été faite que un très bon trader peut accuser un nombre énorme de positions perdantes. Les positions perdantes font partie du travail du trader et dans certains cas, on peut donc avoir des positions perdantes largement majoritaires sans pour autant que le résultat soit négatif. Hein. Là, je rappelle que le trader 1 qui gagne 60 pips par semaine, il gagne 9 fois sur 10. Tandis que le trader 3 qui gagne 100 pips par semaine, donc presque 2 fois plus, lui il gagne que 2 fois sur 10. Hein. Donc cette expérience vous montre bien l'importance cruciale des stops et des limites. Hein. Donc les conclusions, c'est aussi qu'il faut couper ses pertes tôt et laisser courir ses gains, hein, parce que celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui a le ratio le plus élevé entre sa limite et son stop. Hein. Donc plus on a une limite, élevée par rapport au stop, mieux c'est. Hein. Alors après, c'est sûr que si vous mettez vos limites à 1000 pips et vos stops à 2 pips, les stops seront touchés à chaque fois et les limites seront jamais touchées. Hein. Donc il faut quand même rester raisonnable, mais
Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut couper ses pertes tôt et laisser courir ses gains, ce qui se traduit en termes de stop et de limite, avoir des stops plus serrés que les limites. Il faut également toujours s'en servir, hein. Alors, je vous conseille de placer les ordres, hein, pour qu'ils se passent automatiquement quand les niveaux sont atteints, mais vous pouvez aussi vous les placer visuellement sur les graphiques et les passer à la main, ou simplement vous dire à ce seuil-là, j'encaisse mes gains, à ce seuil-là, j'encaisse mes pertes. Mais ça, c'est difficile à faire sans expérience, et en faisant ça, vous vous exposez aux émotions, hein. Donc, pour extraire les émotions des sorties de position, il faut décider des stops et des limites, mais il faut aussi les automatiser, passer les ordres pour qu'ils passent automatiquement, pour qu'on ne soit pas tenté justement de ne pas les passer à la main si on doit les passer nous-mêmes. On a vu aussi avec cette expérience que la simple gestion des stops et des limites peut avoir une influence absolument considérable sur le résultat des opérations, et qu'il faut donc savoir accepter les trades perdants, parce que celui qui gagnait le plus d'argent, hein, c'était celui qui faisait le plus d'opérations perdantes, hein. Il a beau faire deux opérations perdantes sur 10, hein, c'est lui qui roule en Porsche, hein. Donc, ça sert à rien de se miner l'esprit si on fait beaucoup d'opérations perdantes. Il vaut mieux faire beaucoup de petites opérations perdantes et sans jamais laisser creuser les pertes, et faire de temps en temps un gros gain qui va tout compenser, et même plus, plutôt que d'essayer à tout prix de maximiser le nombre de positions gagnantes, quitte à ce qu'elles soient pas beaucoup gagnantes, et puis prendre dans ce cas le risque que une grosse position perdante vienne tout annuler, hein. Donc, comment on va définir ces stops et ces limites? On le sait déjà en fait, hein. On va simplement utiliser des niveaux importants. On va utiliser ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, hein, donc les points pivots, les retracements de Fibonacci, les seuils psychologiques, hein, donc les seuils ronds, hein, 1,36, 1,37, 1,38, 1,40. Plus c'est rond, plus c'est important, hein. On va utiliser l'analyse graphique, hein. On a vu aussi que les supports et les résistances, les lignes de tendance, c'était des points où les cours rebondissaient dessus souvent. Donc bien sûr, si on sait que ça va rebondir dessus, on peut s'en servir éventuellement comme objectif, hein. On va également utiliser des confirmations. On va confirmer les seuils psychologiques avec les points pivots, avec les retracements de Fibonacci. On va essayer de trouver des niveaux qui sont pointés du doigt par différents indicateurs, et plus ils seront pointés du doigt par un nombre important d'indicateurs, plus ces niveaux seront importants. Et on va respecter la règle, gain potentiel doit être supérieur à perte maximale, hein. Donc en gros, le stop doit être plus serré que la limite, hein, tout simplement. Donc dans quel cas on ne va pas respecter ces stops et ces limites? On va utiliser l'étude de tendance, et on va se dire que si une limite va être atteinte et qu'aucun signe d'affaiblissement de la tendance n'est visible, on va pouvoir décaler la limite, hein, c'est-à-dire se permettre un gain encore plus élevé, hein, à condition qu'aucun signe d'affaiblissement de la tendance en place ne soit visible. Et à l'inverse, si on voit que notre stop va être touché, si on a suivi par exemple des signaux acheteurs, et donc on prend une position à l'achat, et qu'on voit que notre stop va être touché, donc le marché part dans le mauvais sens, mais qu'on a des nouveaux signaux acheteurs, ça confirme l'intérêt de la position, et dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on s'est positionné un peu trop tôt. Et dans ces cas-là, on peut décaler notre stop pour éviter qu'il soit touché, parce qu'on peut se reposer sur l'analyse, parce qu'on a des nouveaux signaux positifs qui nous disent certes, le marché tout de suite n'est pas allé dans le bon sens, mais tu avais raison de prendre cette position, ça va se retourner dans le bon sens. De nouveaux signaux le confirment. Donc deux cas. On peut déplacer une limite si elle va être atteinte alors qu'on voit que la tendance qu'on suit est toujours très forte, et on peut déplacer un stop s'il va être touché alors que de nouveaux signaux confirment l'intérêt de la prise de position. On va maintenant faire un petit point sur le risque, hein, essayer de définir cette notion abstraite qui est très utilisée dans le trading. Donc en trading, bien sûr, le risque, c'est le risque de perte, de l'argent. Ce dont il faut être conscient, c'est que le trading n'est jamais à 100% sûr, et qu'il y a donc toujours un risque à gérer, hein. Et le travail du trader, c'est ça, c'est de gérer le risque avec l'analyse et le suivi des positions, hein.
Donc on parle souvent de gestion du risque comme une discipline à part entière. Pour moi pour toute notre équipe chez Professeur Forex, ça représente plutôt la gestion du risque, une manière de voir les choses, hein. Parce que effectivement, moi j'estime que quand on fait de l'analyse, quand on suit une position, quand on définit ses stops et ses limites, on fait déjà de la gestion du risque. La gestion du risque, c'est quoi au final? C'est se surveiller soi-même quand on fait du trading et surveiller ses prises de position, tout simplement. Donc, gérer du risque, c'est faire du trading, hein. Pour moi, gestion du risque et trading sont presque deux choses qui sont synonymes, hein, tellement le travail quotidien du trader, c'est de gérer du risque, hein, donc avec l'analyse et le suivi des positions, hein. Mais on peut quand même mesurer et modifier ce risque, hein, selon nous, avec deux facteurs, avec d'une la certitude de l'analyse et avec deux le potentiel de l'opération, hein. On peut donc modifier le risque quand on fait une analyse et modifier le risque quand on gère les positions, hein. C'est-à-dire on a deux étapes dans le trading, hein. On a la décision de la prise de position et on a ensuite la gestion de cette position qui a été prise. Donc, à ces deux étapes qui sont bien distinctes, on va pouvoir gérer le risque, hein. Donc, il ne faut pas croire que la gestion du risque, ça intervient à partir du moment où on est en position. La gestion du risque, on en fait déjà, ça intervient déjà au moment où on décide de la prise de position, hein. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, comment on va modifier le risque dans l'analyse, hein, à deux niveaux, avec le filtrage et avec les confirmations, hein. Plus vous êtes exigeant dans le filtrage, moins vous avez de faux signaux, donc moins vous avez de risque de suivre des faux signaux, donc moins vous avez de risque de perte, hein. Plus vous avez des signaux qui sont confirmés, plus les signaux sont sûrs, hein, vu qu'ils sont confirmés entre eux, hein, donc il y a moins de chances que ça soit un faux signal, hein. Donc bien sûr, quand vous êtes exigeant dans votre analyse, hein, d'une manière générale, c'est-à-dire que vous filtrez beaucoup les signaux et que vous attendez beaucoup de confirmations, vous faites baisser le risque dans l'analyse, hein. Mais il faut faire attention à pas le baisser trop, ce risque dans l'analyse. Pourquoi? Parce que si vous filtrez au maximum les signaux, vous allez vous retrouver avec un signal par mois, enfin j'exagère, mais vous allez vous retrouver avec très peu de signaux. Si vous confirmez trop les signaux, vous allez avoir des prises de position qui sont ultra confirmées, mais dont le potentiel aura déjà été largement entamé et qui vous feront peut-être pas gagner beaucoup d'argent, hein. Donc la difficulté, c'est de trouver le juste milieu, filtrer assez mais pas trop, et confirmer assez mais pas trop. Alors ça vient avec l'expérience, mais ça vient aussi avec les essais. Vous n'êtes pas obligé d'engager de l'argent sur les marchés pour tester des techniques de filtrage et des techniques d'analyse, hein. Vous pouvez très bien prendre des graphiques historiques, hein, des graphiques du passé, essayer de repérer des signaux et essayer de les filtrer par vous-même. Et vous vous dites, ah bah tiens, si j'avais filtré comme ça, j'aurais eu tant de signaux positifs, tant de signaux négatifs, etc., etc., hein. C'est ça aussi le travail du trader, c'est de fonctionner en faisant des expériences. On va tester quelque chose. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre trading, on va faire une modification et on va la tester. C'est ça aussi qui est important, hein. Certains appellent cette discipline le backtesting. C'est regarder sur les graphiques historiques comment s'est comporté le marché face à des signaux pour essayer de se donner une idée de si on a de quel type de confirmation et quel type de filtre on doit utiliser, hein. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte que à chaque fois que sur par exemple, si vous êtes sur un graphique horaire, vous pourrez vous rendre compte que sur les 3-4 derniers jours, vous avez par exemple les divergences baissières qui ont très bien fonctionné sur le RSI. Donc si ça a très bien fonctionné les divergences baissières de RSI ces 3 derniers jours, pourquoi ça continuerait pas à fonctionner comme ça? Donc vous allez peut-être mettre l'accent là-dessus, etc., etc.
Pour en revenir au risque, donc quand on modifie le risque dans l'analyse, on est plus ou moins exigeant dans le filtrage et on est plus ou moins exigeant dans les confirmations. Je rappelle que le filtrage, c'est des règles de prise en compte des signaux, c'est-à-dire on va filtrer certains signaux, c'est-à-dire qu'il y a certains signaux qu'on va considérer comme des faux signaux potentiels qu'on va pas du tout prendre en compte. Et les confirmations, c'est deux signaux ou plus déjà filtrés qui disent la même chose. On va maintenant voir comment modifier le risque dans la gestion des positions. Alors, on pourrait développer à l'infini cette partie, mais essentiellement, ça va être via les stops et les limites qu'on va modifier le risque dans la gestion des positions. La gestion des positions, c'est quoi? C'est savoir quand est-ce qu'on sort, regarder comment se comporte notre position et voir quand est-ce qu'il faut sortir. Donc les sorties, c'est les stops et les limites. Donc essentiellement, via les stops et les limites, on modifie le risque dans la gestion des positions. On va également modifier le risque dans les signaux de sortie de position, parce que on peut choisir de placer des stops et des limites et puis de s'en aller tout simplement et d'attendre que soit le stop soit la limite soit touchée, mais on a vu que dans certains cas on pouvait déplacer les stops et les limites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'expérience augmente, plus vous allez d'instinct placer des stops et des limites qui seront justes. Mais en tant que débutant, vous allez parfois placer des stops et des limites et vous allez peut-être vous retrouver souvent dans les cas qu'on a vus précédemment, à savoir les cas où on a le droit de déplacer une limite quand on suit une tendance et qu'elle est toujours forte, et les cas où on a le droit de déplacer des stops, c'est-à-dire quand on a des nouveaux signaux. Mais en tant que débutant, vous allez donc en tant que débutant être souvent confronté à ça parce que vous n'avez pas l'habitude de placer des stops et des limites et vous allez vous retrouver souvent dans les cas où votre stop va être peut-être trop serré, votre limite pas assez large, etc. Donc en tant que débutant, ce qu'il va falloir faire, c'est suivre les positions. Vous ne pourrez pas tout de suite en tant que débutant vous contenter de prendre une prise de décision et puis de prendre une prise de position et puis de placer votre stop et votre limite et puis d'attendre que ça soit touché. Pour deux raisons, parce que déjà en tant que débutant, vous n'allez pas forcément les placer de manière optimale, les stops et les limites, et qu'il faudra peut-être les bouger. Et deuxièmement, si vous ne restez pas à suivre vos positions et à regarder vos graphiques et à suivre le marché mouvement par mouvement, vous allez gagner de l'expérience moins vite. Donc, c'est à cette étape, c'est quand on suit les positions de près, une fois qu'elles ont été prises, qu'on peut modifier le risque avec les signaux de sortie de position, parce que de la même manière qu'on entre en position avec des signaux, on peut sortir de position avec des signaux. Exemple, je suis acheteur après un croisement haussier de MACD, logiquement, s'il y a un croisement haussier de MACD, s'il y a un croisement baissier de MACD qui intervient ensuite, je vais couper ma position. Donc, on peut se dire qu'on est plus ou moins exigeant avec ces signaux de sortie de position. On a vu qu'on pouvait être plus ou moins exigeant avec nos signaux d'entrée de position. Quand est-ce qu'on va acheter ou vendre, on peut être plus ou moins exigeant à ce niveau-là, mais on peut être aussi plus ou moins exigeant pour les signaux de sortie de position. Par exemple, on peut se dire, moi, dès qu'il y a un premier signal inverse à ce que j'ai pris avant, je sors de position. Ou alors, on peut se dire, moi, j'essaye de tenir un peu plus, j'attends que le signal de sortie de position soit confirmé 2 ou 3 fois avant de sortir de position. Donc, on peut aussi relever des signaux pour sortir de position. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a notre méthode de trading, on a notre décision de trading. On l'a prise en fonction de différents facteurs, de différents indicateurs. Ces indicateurs qu'on a utilisés pour rentrer en position, on va continuer à les suivre pour voir s'ils nous disent pas de sortir de position, tout simplement, s'ils nous donnent pas un signal inverse. Donc, comment on modifie, pour résumer, le risque dans la gestion des positions? Essentiellement via les stops et les limites, et également avec les signaux de sortie de position, si les sorties sont plus ou moins confirmées. Plus une sortie est confirmée, cette fois, plus le risque est important. Si plus une entrée est confirmée, plus le risque est réduit. Mais plus une sortie est confirmée, plus le risque est élevé. Pourquoi? Parce qu'on attend longtemps avant de sortir. Tandis que si on sort dès les premiers signes que le vent va se retourner contre nous, là on est plus prudent. Donc alors qu'à l'inverse, dans le cadre d'une entrée de position, si on entre en position dès les premiers signaux,
on n'est pas prudent. Mais si on sort de position dès les premiers signaux qui nous disent qu'entre guillemets ça sent le roussi, là on est prudent, hein. Donc il faut faire attention avec ça, hein. Quand on est dans la prise de position, dans la prise de décision, plus c'est confirmé, moins c'est risqué. Et quand on est dans la sortie de position, plus c'est confirmé, plus c'est risqué. Et à l'inverse, quand on est dans l'entrée de position, moins c'est confirmé, plus c'est risqué. Et quand on est dans la sortie de position, moins c'est confirmé, moins c'est risqué. Pourquoi? Parce que on n'attend pas que ça sente trop le roussi avant de sortir, hein. Entre guillemets, c'est un peu ça. On a maintenant terminé ce petit module sur la gestion du risque, hein, qui est au final uniquement une question de bon sens, hein. Il s'agit de savoir qu'il y a des erreurs répandues, qu'il y a des erreurs qu'on fait beaucoup en tant que débutant. Il s'agit de savoir quelles sont les techniques pour s'en prémunir, hein, à savoir essentiellement vérifier que toutes vos décisions reposent sur l'analyse, et utiliser des stops et des limites, hein. Donc ça, c'est pour les sorties de position. On a parlé beaucoup de l'entrée de position, mais on n'a pour l'instant pas mis de méthode scientifique d'entrée en position. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, où on va présenter une méthode de trading de base, hein. On va revenir sur des principes qui doivent être mis dans toutes les méthodes de trading, et on va développer une méthode de trading de base qui va reprendre absolument tout ce qu'on a vu au cours de la formation. Donc on va pouvoir donc mettre en pratique, comme on l'a dit depuis le début, tout ce qu'on a vu dans le bon ordre, dans un processus de décision qui laisse pas place à l'erreur et qui laisse pas place non plus aux émotions, et qu'on va appeler donc une méthode de trading, méthode ou plan de trading, tout ça c'est la même chose. C'est ce qu'on va voir dans cette prochaine vidéo.